Salut les petits merdeux, ça mousse. Aujourd'hui, le capitaine Solo, c'est moi, vous emmène dans son Millennium Condor pour un voyage dans le temps, puisqu'on va retourner dans le passé à une époque où on savait vivre. Ah, vous allez voir que là, on se prenait moins la tête. On se faisait pas ban d'un forum parce qu'on avait 10 bits. Deuxième épisode de la série Biographie. Alors pour l'instant, je parle de gens qui faisaient de l'astronomie, mais il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, je vous fasse aussi une vidéo sur des gens qui n'ont rien à voir, mais qui sont tout aussi intéressants. Et j'ai déjà commencé à écrire la biographie de Michael Vendetta. Et aujourd'hui, on parle de Nicolas Copernic, le type qui est à l'origine d'un concept de ouf. C'est ce mec-là qui a suggéré et surtout démontré que c'était pas la Terre qui était au centre de l'univers et qu'elle tournait autour du Soleil comme toutes les autres planètes. Je sais pas ce qu'il avait pris, mais ça devait être du solide. On va voir comment il a trouvé ce résultat, pourquoi il en a pas parlé tout de suite et surtout pourquoi il ressemblait à Nicolas Hulot quand même. Je veux dire, vous trouvez pas qu'il y a un truc? Franchement, c'est clair, il y a une ressemblance quoi. Allez, c'est parti, on y va. Chewie, punch it! Punch it! On commence tout de suite dans le dur. Nicolas Copernic est né le 19 février 1473 et il est donc poisson. Et ça c'est important déjà, parce que les poissons sont de grands scientifiques. Et je dis pas ça parce que je suis poisson, hein. Non mais attends, t'avais dit que tu croyais pas à ces trucs-là. Non mais je dis pas j'y crois, je dis il y a quand même des trucs quoi, je veux dire ça reste une réalité, je veux dire Einstein il était poisson, on avait le même QI lui et moi tu vois. Bruce Willis, Harry Stumper, il était poisson. Et les poissons, voilà c'est tout, je veux dire, les mecs c'est des fonceurs, c'est voilà nous on sait prendre des décisions quoi, c'est tout. Tu sais qu'il y a aussi Justin Bieber qui est poisson. Ouais, non, mais j'y crois pas. Hein. Alors déjà, on peut voir qu'il avait une bonne gueule de poivreau. Hein. À l'époque, le pinard, ça devait pas coûter très cher. Hein. Puis ça a dû l'aider dans ses recherches aussi. C'est-à-dire comme ça qu'il a trouvé que la Terre tournait sur elle-même. Je veux dire, tu sais, au bout de 5-6 bouteilles, t'as pas besoin d'être scientifique pour voir que tout tourne autour de toi. Hein. Bah, demandez aux gendarmes. Non mais c'est vrai, ça aide. Je veux dire, ça fait réfléchir. Puis surtout, ça aide à écrire aussi. Perso, moi, c'est comme ça que j'écris toutes mes vidéos. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand t'as plus d'idées, bah tu sais, un petit coup de... bah c'est reparti pour 10 pages. Hein. Copernic naît en Pologne, ce qui fait donc de lui un Polonais. Ceci explique peut-être cela. D'ailleurs, polonais, on sait pas vraiment, parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal d'Allemands en Pologne aussi. Mais du coup, Copernic, c'est vrai qu'on sait pas vraiment s'il était polonais ou allemand. Il y a encore un doute sur sa nationalité. Lui-même ne savait pas d'ailleurs. Il était polonais, mais à la maison, ça parlait allemand. Et d'ailleurs, vous allez voir que pour la suite, ces événements, on s'en fout. Il est issu d'une famille plutôt bien. Hein. Pas mal. Le père il travaillait dans le cuivre et la mère elle travaillait dans la cuisine. Ah bah il y avait 4 enfants hein. Et puis lui c'était le dernier donc à un moment donné, tu sais à l'époque il n'y avait pas de Thermomix, hein. Il fallait cravacher. Il n'y a pas grand chose à raconter sur sa jeunesse, on va pas passer une plombe là-dessus. D'abord parce qu'on sait pas grand chose et puis surtout parce que c'est jamais très intéressant de raconter l'histoire d'un enfant. Je veux dire, le gamin il a 6 ans et tu t'en fous un peu de savoir ce qu'il a fait. Je veux dire dans l'ensemble ça vaut pas le coup de s'attarder dessus. Hein. Le premier événement marquant de sa vie c'est un événement bien triste puisque c'est la mort de son père alors qu'il a 10 ans. Du coup c'est son oncle qui va le prendre sous son aile. Sa mère on ne sait pas ce qu'elle faisait. Voilà, il est disparu, on n'a plus de nouvelles. Peut-être qu'elle faisait des pâtes. Hein? Bah je sais pas, vu qu'elle était tout le temps dans la cuisine. Oui, non, mais peut-être qu'à un moment donné, elle peut faire autre chose, non? Et son oncle, donc, le frère de sa mère, lui, il va prendre les trucs un peu au sérieux, hein. Il va vouloir une bonne éducation pour ses neveux et nièces, puisqu'il va faire en sorte que le petit Nicolas fasse les meilleures études. À 18 ans, il entre dans une pure université, il va étudier l'art, les sciences, il va faire des maths, de l'astronomie, et il va aussi faire de la médecine et du droit. C'est-à-dire, le mec voit grand, quoi. Et en même temps, il se fera aussi les petits jeux, là, tu sais, le truc où il faut jeter dans une petite balle, là, tu sais, il y a toujours sur les campus un groupe d'étudiants pourris, là, qui branlent rien de leur journée, qui fument des spliffs, et qui jouent à ce truc-là, là. Et quand t'es étudiant, faut vraiment avoir rien à foutre de sa journée pour jouer à ce truc-là, quoi. T'étais un champion toi ça non? Ouais, j'étais pas mauvais, ouais. Donc en gros, il prend ses études assez au sérieux. Autant vous dire qu'il va pas avoir un 11-8 de moyenne générale, quoi. Ça, c'était moi, vous voyez. Oui, comme quoi on peut avoir un très gros QI et puis une moyenne très moyenne. Bon, m'en fous, je suis passé quand même. À 23 ans, il part en Italie pour continuer ses études, cette fois à Bologne. C'est-à-dire qu'à force de bouffer des spaghettis bolognaises avec sa mère, il voulait savoir comment on faisait, quoi. Il continue ses études, il va apprendre le grec, ça va pas mal l'aider quand il ira les bouquins d'Aristote et de Ptolémée. Deux bons gars, hein, là, on va en reparler après, hein. Ah oui, parce que leurs conneries, ils les avaient écrites en grec. Tu te rends compte? Déjà, c'est des conneries, en plus c'est du grec. Non mais franchement on n'est pas aidé. Bon de toute façon déjà quand tu lis un truc grec, tu peux jamais vraiment savoir si c'est une connerie ou pas. Bah c'est pour ça qu'ils ont fait faillite. Et là avec un autre astronome il va faire sa première vraie observation, une occultation par la lune de l'étoile Aldébaran. Aldébaran hein, on sait dans quelle constellation elle se trouve hein, on l'a déjà dit 50 fois, dans la constellation de... Le Cancer, Bélier, Capricorne. Du Taureau. Ah voilà, oui, ça c'est... Le Taureau. Donc une occultation d'Aldébaran par la lune. C'est-à-dire que la lune, elle passe devant l'étoile. Et ça, c'est déjà quelque chose. Parce qu'ils pensaient qu'elle passerait derrière l'étoile, la lune. Puis en fait, elle est passée devant. Ah, ils ont une révélation, ils ont dit merde. Alors là, franchement, c'est fou. Non, je déconne, non, ça, ils le savaient déjà avant. Ensuite, il bouge d'université pour aller à celle de Padoue, la même où ira plus tard Galilée. Après, il rebouge encore, il reste pas en place. Et à 23 ans, il devient docteur en droit canon. Le droit canon, c'est-à-dire c'est combien t'as le droit de boire de canon avant de te considérer comme définitivement beurré. Bah, il était polonais, tu vois, donc à un moment donné, pour le bien de son peuple, il s'est dit, les gars, faut qu'on sache. Je trouve que tu vas un peu fort, tu sais. Non mais attends, les Polonais ils sont pas connus pour boire que de la badoie. C'est des bons pochards, hein. C'est comme les Russes en fait. Pourquoi nous insultez-vous? Bah parce que je vous aime bien, bande d'abrutis.
Non, ça c'est gratuit. Donc ensuite Copernic revient chez lui, il retrouve son oncle. Comme il avait fait de la médecine, il gère pas mal les pansements, l'aspirine, tout ça. Du coup, il devient médecin et il soigne pas mal de monde. Et surtout, il va s'essayer à l'écriture puisqu'il va publier son premier livre. Alors, rien à voir avec la médecine ou la science, tout ça, mais en fait, ça va être juste une traduction. Voilà, il va traduire des textes grecs en polonais. C'est la première fois d'ailleurs qu'on publie des textes grecs qu'on a traduits en polonais. C'est lui qui l'a fait. En même temps, il fait aussi un bouquin sur l'économie, puisqu'il était pas mal dans l'économie, le Nico. Et s'il était administrateur de biens aussi. Bon. Et du coup, il fait tranquille comme ça son petit bonhomme de chemin. Et en parallèle de tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Du Smurf? Bah, il continue à étudier l'astronomie, il fait des observations, tout ça. Il décide même d'aller habiter dans une cathédrale, parce qu'il y a une tour, donc lui, il va aller habiter dans la tour pour pouvoir faire ses observations tranquilles. Et disons que, au fur et à mesure, il a commencé à se poser des questions. Et il se pose des questions, il se dit, il commence à se dire, merde, il fait froid un peu ici, on pourrait pas fermer la fenêtre, là? Et surtout, il commence à se poser des questions sur le modèle actuel qui définit le monde. Parce que, pour comprendre un peu pourquoi ces travaux ont été révolutionnaires, faut comprendre comment on se représentait le monde à l'époque. Vous allez voir, c'est marrant. Vous voulez que je vous explique comment? Vas-y, comment? Mais si ça t'emmerde, dis-le. Hein. Allez, je vous explique. Le modèle du monde, de la place de la Terre dans le cosmos, du Soleil, des autres planètes et des étoiles, avait été défini d'abord par Aristote et ensuite par Ptolémée. Enfin, il y en avait qui s'étaient aussi intéressés à ça avant Aristote, mais c'est vraiment lui qui a un peu mis à plat les trucs, et puis Ptolémée, je vous dis, qui a repris un peu le modèle encore après. C'est-à-dire des mecs qui vivaient 1600 ans avant Copernic. Moins 300 pour Aristote et 150 pour Ptolémée. Enfin, il y a 450 ans d'écart entre les deux. Et ces gars, en faisant leurs observations avec les seuls instruments dont ils disposaient à l'époque, à savoir leurs yeux, et puis d'autres petits trucs qu'ils avaient fait, mais il y avait pas du tout de lunettes astronomiques, ils en avaient conclu que la Terre était immobile, au centre du monde, et que tout le reste tournait autour d'elle. C'est-à-dire que par exemple les saisons, c'était des trucs qui étaient dus à des causes extérieures à la Terre. Alors ça servirait évidemment à rien de les accabler, ces bravions. Ils étaient pas spécialement cons, hein. Ils étaient même pas cons du tout d'ailleurs. Je veux dire, à mon avis, encore aujourd'hui, en 2021, il doit y avoir toujours des gens qui sont plus cons que certains qui vivaient il y a 2000 ans. La question n'est pas là. La question n'est pas là, un peu quand même, je veux dire. Remettons-nous un peu aussi dans le contexte de l'époque. Les mecs, ils avaient que leurs yeux, leur cerveau, pour calculer tout ça. Enfin, je parle surtout d'Aristote, parce que après Ptolémée, à son époque, il y avait déjà quelques petits instruments, mais ça devait pas être ouf non plus. Non mais c'est vrai, je veux dire, on aurait fait quoi à leur place? Moi, ce qui est sûr, c'est que j'aurais commencé par boire un coup, puis manger une bonne brochette, puis il se trouve que je réfléchis beaucoup mieux quand j'ai le ventre plein. Puis encore aujourd'hui, moi, tu me donnes un télescope, tout ce que je vais être capable de te dire, c'est si la voisine, elle a changé de sous-vêtements ce matin. Me demande pas de te calculer les mouvements des planètes. Et donc, à l'époque, on appelait ça le géocentrisme. Tout tournait autour de la Terre en décrivant des cercles parfaits. Les planètes, le Soleil et les étoiles tournaient autour de la Terre sur des orbites absolument circulaires. Alors qu'en fait, non. Et si vous n'êtes pas au courant, l'orbite des planètes, elle est pas circulaire autour du Soleil. Vénus un peu, mais les autres, vous prenez Pluton par exemple, ou même d'autres, c'est elliptique qu'elles sont. Ça c'est Kepler qui le découvrira en 1604, donc après le siècle de Copernic. Kepler, vous savez à quoi il ressemble, on a déjà parlé, je vous montre vite fait, voilà, on n'a pas le temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Copernic. Lui, pour le coup, il était convaincu que les orbites étaient totalement circulaires. Non, mais il avait pas bon sur tout. Alors voilà, tout ça pour dire que les mecs dans l'Antiquité, ils étaient pas si cons que ça. Même s'ils pensaient à tort que la Terre était au centre de l'univers, au moins ils avaient déjà compris qu'elle était ronde. Mais comme je vous dis, en 2021, il y en a qui sont toujours plus cons que ceux d'avant. Bon, mais après, il y avait pas grand chose d'autre, quoi. Ah non, c'est quand même, c'est vrai qu'ils étaient assez gratinés. Par exemple, Aristote, lui, il avait imaginé un système de 55 sphères en cristal qui portaient chacune une couche de quelque chose, et les planètes et le Soleil, elles étaient sur chacune des couches, et les étoiles aussi, juste avant le paradis, et chacune bougeait à des vitesses différentes. Voilà, non, mais je vous dis, c'est toute une époque. Voilà typiquement le genre de raisonnement qui me fait chier. Non mais comprends-les, je veux dire, et encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Mais le problème de ce système d'Aristote, c'est que parfois les planètes dans le ciel, elles se mettent à aller dans le sens inverse du mouvement qu'elles ont habituellement. Oui, parce que comme les planètes, elles tournent pas à la même vitesse. Imaginez là, vous avez la Terre, là vous avez Mars. Mars, elle est plus loin de la Terre par rapport au Soleil. Quand la Terre est derrière Mars et qu'elle la rattrape, Mars dans le ciel, elle va dans un sens, mais comme la Terre va plus vite, à un moment donné, elle la double, donc elle s'en éloigne, et du coup, pendant un moment, Mars dans le ciel, elle va dans l'autre sens. C'est exactement comme quand vous doublez une bagnole sur l'autoroute, au départ, elle se rapproche de vous, puis une fois que vous les doublez, elle s'éloigne. Et ça, le modèle d'Aristote, il ne l'expliquait pas. Alors il avait bien essayé d'imaginer des sphères, des sphères spécifiques qui faisaient tourner d'autres sphères un peu comme ça dans l'autre sens, avec un système de poulies, mais ça fonctionnait pas, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que c'est bien pratique, votre système pour expliquer le schmilblick, mais vous pouvez le prouver ou pas? Parce qu'en attendant, votre modèle, il reste un peu invérifiable. Mais ça, si vous voulez, Aristote, c'était pas son problème, je veux dire. Mec, il a personne au-dessus de lui. Il dit ce qu'il veut. C'est comme le pape. Je veux dire, à partir du moment où toi t'es tout en haut et au-dessus
au-dessus c'est le soleil, bah tu peux bien dire ce que tu veux, ça passe. Et d'ailleurs le fait que certaines planètes aillent parfois dans le sens rétrograde dans le ciel, ça c'est la pierre angulaire de toute l'histoire les gars. C'est précisément ça qui va faire que les modèles seront d'abord revus par Ptolémée et ensuite démontés par Copernic. En gros dans l'Antiquité, on considérait qu'il y avait deux mondes dont la frontière était la Lune. D'abord le monde sublunaire, sous la Lune, c'est-à-dire nous, la Terre, qui était un monde dans lequel les choses changent. Les gens naissent, vivent, meurent, le bois pourrit, et si tu te laves pas, bah tu sens le faisant. Et d'ailleurs c'est marrant, ils mettaient les comètes aussi dans le monde sublunaire à cause de leur mouvement, justement, qui suivaient pas le même mouvement que les étoiles. Et puis ils se disaient aussi que s'ils étaient plus loin, à un moment donné, ils allaient peut-être heurter les sphères en cristal. Tu vois, donc comme ils voyaient pas de trucs cassés dans le ciel, ils se disaient non, elles sont plus proches en fait. Non mais quand tu regardes bien, il y a une logique. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. C'est Tycho Brahe après qui est venu foutre le bordel avec les comètes parce que juste après la mort de Copernic, lui il a montré que les comètes en fait elles étaient voyager super loin quoi. Bah ouais, mais du coup qu'est-ce que ça fait par rapport à vos sphères là? Est-ce qu'elles les passent nickel sans problème? Est-ce que du coup elles se pètent les comètes mais on les voit pas se péter, ni les sphères non plus? Ou est-ce que ça veut dire que les sphères n'existent pas? C'est un peu comme Dieu en fait finalement. Je veux dire, on n'a pas de preuve qu'il existe, mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Bon là en l'occurrence les sphères elles n'existaient pas, mais bon il n'y a pas de rapport. En tout cas les gars pensaient que les comètes elles étaient entre la Lune et nous quoi. Si c'était le cas, il faudrait peut-être un peu s'affoler quoi. C'est d'ailleurs pour ça que les gens avaient super peur des comètes à l'époque. Ils pensaient vraiment qu'elles étaient limite sous les nuages quoi. Et en opposition au monde sublunaire était le monde supralunaire, au-dessus de la Lune, avec le Soleil, les planètes, les étoiles, qui était lui totalement immuable. Rien ne change, rien ne se crée, rien ne disparaît. Tout tourne toujours pareil, à la même vitesse. Ça, c'est le géocentrisme d'Aristote. Après, c'est beau, quelque part. Deux mondes différents, l'un éternel, l'autre éphémère, l'un intemporel, l'autre qui dégénère, l'un originel, l'autre chimère. Ouais, c'est de moi. Non. Ah oui. T'écris des poèmes maintenant, toi. Alors je me suis dit, allez, un peu de poésie dans ce monde de pute. Alors c'est un modèle qui a un peu évolué aussi au fur et à mesure des siècles, mais toujours avec la Terre au centre de l'univers. Et ensuite, 450 ans plus tard, il y a eu Ptolémée, donc, qui en a rajouté une bonne couche, puisqu'il a écrit une œuvre en 13 volumes pour expliquer encore mieux le mouvement des planètes, et notamment pourquoi est-ce que des fois elles allaient dans l'autre sens. Parce que clairement, le modèle d'Aristote, il était pas parfait. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui, il n'expliquait pas le mouvement des planètes rétrogrades. Bah le modèle, il disait toujours que tout tourne dans le même sens. Bah alors explique-moi pourquoi est-ce qu'à un moment donné, pendant un mois, Mars, ça va dans l'autre sens. Ça, ouais. Non, oui, c'est vrai que ça, je me suis pas trop intéressé à ça. Ah ouais? Bah moi je vais le faire. Et donc Ptolémée, lui, il a poussé le délire encore plus loin. Et vous allez voir à quel point l'histoire est croquignolesque. Puisqu'il a imaginé que les planètes, en plus de tourner autour de la Terre, elles tournaient autour d'un point imaginaire sur une orbite qui s'appelait l'épicycle. Alors c'est pas lui qui a inventé ce truc-là à proprement parler, ça existait déjà avant, mais lui il s'est vraiment servi de ce modèle à fond. En même temps qu'elles tournaient donc autour de la Terre, sur une orbite qu'on appelait le déférent. Et en fait c'était même pas vraiment autour de la Terre, puisque le point central autour duquel elles tournaient, c'était un point qu'il avait complètement inventé, voilà, qui était un peu décalé par rapport à la Terre. Et en plus, son modèle-là, il était même pas parfait, parce que il aurait fallu que, pour expliquer ça, et que pour qu'il soit vrai, que les planètes aillent toutes à la même vitesse. Il aurait fallu que les mouvements soient super réguliers, mais en fait, c'est pas le cas. Parce que les planètes, des fois, elles les accélèrent, et des fois, elles ralentissent. Et ça, le problème, c'est que ça va pas. C'est mal, ça. Les mecs, ils aimaient pas les changements de vitesse. Pour eux, c'était pas logique. Ils voulaient que tout soit parfait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ptolémée? Il a imaginé un point, mais totalement imaginaire, à partir duquel on verrait les planètes avancer et reculer régulièrement, même si elles avançaient pas de manière régulière. Ah, il s'est fait chier. Non, il s'est fait chier, vraiment. Là, ça a été quelque chose. Ah bah, dire, moi, je me suis déjà fait chier rien qu'à l'apprendre. Alors, en plus, je suis sûr qu'il y en a la moitié qui ont rien compris. Hein. Non, mais c'est normal. Et le problème, c'est qu'on pourra dire ce qu'on voudra, mais malgré tout, son modèle, il marchait quand même pas mal. Il marchait même bien. Alors, c'est vrai que du coup, les planètes, elles faisaient un mouvement comme ça. C'est un peu fantaisiste, c'est, voilà. Mais bon, au moins, le mec a le mérite d'être créatif. On pourra pas dire qu'il a pas essayé. Bon, c'est complètement con, mais pas pour l'époque. Mais le truc aussi, le problème, c'est qu'il expliquait comment ça marchait, mais il expliquait pas pourquoi. Il disait juste, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est une réalité. Et là, pour le coup, ça fonctionne. Et donc, fatalement, les gens, ils se disent quoi? Bah c'est bon, on a trouvé les gars. Ah bah ça marche. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et pendant 1500 ans, on va pas remettre ça en cause. En tout cas pas en Europe. Ah bah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Méditerranée, ça bûchait. Ah bah je peux vous dire que les rebeux, l'astronomie, ça matchait bien. Eux, on peut dire qu'ils ont compris les trucs avant les autres. C'est-à-dire dans le Sahara, à part traire les chameaux, ils avaient rien d'autre à foutre quoi. Donc bon, à un moment donné, ils ont regardé les étoiles. Pendant toute la période du Moyen-Âge en Europe, les mecs, ils vont faire de l'accordéon, ils vont faire cuire des saucisses, mais ils vont pas se demander si ce modèle-là, il mériterait d'être un peu revu. Personne. Jusqu'à Copernic. Parce que lui, quand il est arrivé dans le game, là, les autres, ils ont moins fait les malins. Qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. Là, je peux vous dire qu'il va venir foutre un bon coup de pied dans la fourmilière. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, les fourmis, elles lui avaient rien fait. Et du coup, il y a un truc qu'il faut préciser, parce que c'est ce que je pensais aussi beaucoup avant de faire cette vidéo, c'est que Copernic, il avait pas forcément l'église à fond contre lui. Bon, c'était pas non plus la folie. Les mecs se bousculaient pas au portillon non plus pour venir appuyer sa thèse. Non, ils le voyaient pas tous d'un très bon œil. D'ailleurs, je vous propose de regarder un extrait vidéo d'archives de lorsqu'il a essayé de présenter ses travaux au Vatican.
N'empêche que Bruce Lee, il aurait été vachement moins crédible si ses parents, ils l'avaient appelé Guy. Donc voilà, l'église n'était pas à fond contre lui, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est vrai qu'il était pas en super confiance non plus. Au début, il a commencé par faire passer ses textes discretos comme ça, à des gens de confiance, à des mecs un peu des potes à lui, qui n'avaient pas le balance, quoi. Au début, il faisait lire ses textes que à ses copains. Et d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous savez d'où vient le mot copain? Il a appris en faisant la vidéo. Bah, copain, à l'origine, ça veut dire qui partage son pain. Copain, voilà, partage pain. Voilà. C'est pour ça qu'actuellement, je cherche une copine. Donc voilà, le Copernic, il montrait au départ ses textes un peu sous le manteau, comme ça, mais il était pas prêt à les faire publier. Hein. Il était pas fou non plus. Hein. Il était un peu plus intelligent que Galilée sur ce coup-là. Ah bah, il fallait quand même avoir une sacrée paire de couilles pour publier un bouquin qui contredisait l'église. Mais dans le même temps, il y avait aussi des cardinaux et des évêques qui avaient vu son travail et qui le poussaient à le publier. Alors, après, est-ce que c'était pas justement, hein, tu sais, au contraire, pour pouvoir le balance encore mieux, tu vois, pour dire non, mais vas-y, publie, non, mais y a pas de problème, tu vas voir, tout va bien se passer. Et puis dès qu'il le publie, bam! Au bûcher! Non, mais plus sérieusement, j'ai pu un peu là-dessus, mais il n'avait pas l'église entièrement contre lui. Il a même, a priori, jamais été vraiment inquiété par l'église. Hein. C'est venu après, en fait. Mais c'est comme Galilée, en fait. Hein. Je veux dire, même à l'époque, le pape de l'époque, il était limite avec lui. Hein. C'est Galilée qui a joué au con après. CF, ma vidéo sur le sujet. Enfin bon, même s'il avait pas grand-chose à craindre de l'église, il était pas serein non plus. Il a d'ailleurs jamais publié ses œuvres, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour lui. C'était un jeune astrologue qui s'appelait Rhéticus, et puis qui avait compris un peu le potentiel du bouquin, et puis qui s'est dit qu'il valait mieux le publier avant que Copernic y crève. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, Copernic, il aura eu enfin dans ses mains une copie de son bouquin le jour de sa mort. Triste ironie du sort. Hein. C'est drôle. Enfin, en même temps, c'est triste. Oui, parce qu'en fait, hein, Copernic, il a écrit un bouquin, au final. Hein. C'est quand même un peu pour ça qu'il est connu. Ça s'appelait De Revolutionibus Orbium Coelestium. Le truc, ça veut rien dire, on dirait une phrase du roi Lot, quoi. De Revolutionibus Orbium Coelestium. Ah, ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Non, en fait, ça se traduisait par des révolutions des orbes célestes. Alors, il y avait une histoire d'orbes, là, de trucs, de... Hein, ouais. Et d'ailleurs, là, vous allez voir comment les mecs, ils lui ont mis une bonne quenelle au Nico. En fait, son éditeur, il voulait pas se mettre l'église à dos, donc il a rajouté au dernier moment, sans le dire à Nico, parce que l'autre qui était limite sur son lit de mort, enfin il disait qu'il en avait plus pour longtemps, il a fait rajouter une préface faite par un théologien, Andreas Osiander, et cette préface, elle dit exactement le contraire de ce que dit Copernic, genre en intro quelques pages plus loin. Et comme Copernic est mort l'année de la publication du livre, bah c'est resté comme ça. Pas mal les mecs. Non, ils ont bien joué, là, ils ont bien joué. Au niveau coup de pute, là on est dans le top 10 quoi. Ah là, il s'en est pris une belle le Nico. Et c'est Kepler après qui va flairer le truc, hein, en lisant le bouquin, il va se dire « Non mais les mecs, y a pas un problème là, non? Y a pas une différence de style entre les deux. Y a Copernic qui était au courant de ça. Comment ça? Vous avez pas essayé de lui mettre à l'envers par hasard? Quoi, nous? Faire un truc pareil? Non mais c'est pas notre genre, attendez. Non mais en même temps, on déconne pas avec l'église les gars, vous le savez, on le sait. Je veux dire, là, tapez Giordano Bruno dans Google, vous comprendrez. Au bûcher! Bah voilà, c'est ça, non mais j'adore cet extrait là. C'est au bûcher, j'adore. Ça ferait bien sur un t-shirt. Bon mais au final, qu'est-ce qu'il raconte dans son bouquin, le Nico? Bah, c'est-à-dire qu'il dit que le modèle de Ptolémée, ok, ouais, il décrit le mouvement des planètes, c'est bon, mais est-ce que ce serait pas un modèle quand même putain de compliqué, sérieux? Je veux dire, le Claudio, là, il nous a inventé un truc, non mais, il était pas tout seul dans sa tête, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs et ces machins, là, ces virages, là? Non mais on est où, les gars, là, on est dans Space Mountain ou quoi? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit, Nico? Il se dit comme tout le monde, c'est Dieu qui a créé l'univers. Et Dieu, si vous voulez, il y a un truc qu'il fait pas, c'est de l'improvisation. Avec lui, non seulement tout est calculé au poil de fion, mais surtout pour que ce soit simple. Il fait les choses parfaitement, le Dieu. Si vos modèles sont ultra compliqués, et puis qu'en plus, les astronomes, ils sont même pas d'accord entre eux, et que tous les 300 ans, il faut les remettre à jour, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part, non? Ou alors, Dieu, il était arraché quand il a créé le monde, voilà. C'est une possibilité aussi. Donc Nico il se dit, bah moi je vais réfléchir plus simplement à la question. Chaque chose en son temps. D'abord, première étape, mets-moi une pinte de blanc s'il te plaît. Autant faire les choses bien. Copernic il va arriver à comprendre que ce modèle, bah en fait on peut complètement le simplifier si on change de point de vue. Il suffit que ce soit plus la Terre, mais le Soleil au centre de l'univers. Et là, mon gars là ça explique tout. Les mouvements des planètes c'est bon, c'est réglé. Ah ouais, non mais là Ptolémée, excuse-moi, hein, mais Enfin, tout est réglé. Non, avec des pincettes aussi quand même. On en reparle des changements de vitesse de planète, hein, que des fois elles ralentissent, des fois elles accélèrent. Non, on va laisser ça tranquillement de côté, hein, je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler. Heureusement que Kepler était là après. Ah oui, parce que comme on a dit tout à l'heure, Copernic lui pensait que les orbites des planètes étaient absolument rondes, parfaitement circulaires. Et c'est comme on a dit, Kepler qui a trouvé lui que, bah en fait, c'est parce que les orbites étaient elliptiques. Mais basées sur les travaux de Copernic, justement. C'est beau. Non, c'est beau. C'est beau, les mecs, ils travaillent main dans la main, t'as vu. Ah voilà, le fait est que si on met le soleil au centre du monde, bah d'un seul coup, tous les calculs sont plus simples et plus logiques. Je suis désolé Ptolémée, hein, mais ton histoire d'épicycle et le point et quand là, tu peux le rouler et t'en faire un petit papier, te pencher en avant et ouvrir bien grand la partie fessière, et te le mettre bien profond comme ça. En fait, Copernic, il dit que le modèle qui est en place depuis 1500 ans, c'est juste un modèle mathématique, ouais, qui sert à expliquer, mais c'est pas forcément la réalité. Et du coup, il va dire que, il serait peut-être temps de changer de modèle, les gars. Pourquoi? Parce que tout simplement, mettre le soleil au centre de l'univers, ça facilite les calculs. En fait, c'est quasiment presque connu sur le calcul au final. Ah, il a pas trouvé ça en faisant des observations de
ouf et de machin, hein. Il a même pas fait beaucoup d'observations d'ailleurs. C'est juste une histoire de calcul. Mettre le soleil au centre de l'univers et faire tourner les planètes tout autour de lui, la Terre y compris, ça expliquait beaucoup plus facilement. Mais le problème, c'est que c'était quand même pas super évident de dire que le modèle géocentrique il était faux, parce que ça faisait quand même un peu 16 ou 17 siècles qu'il était ancré dans les mœurs, quoi. Bah ouais, va essayer de décrédibiliser un truc qui est en place depuis 2000 ans, toi. C'est une idée qui colle dans les esprits comme de la merde sur du velcro. T'as intérêt d'avoir de bons arguments, les reins solides, et puis surtout une bonne mutuelle, hein, parce qu'à mon avis, tu vas te faire casser les dents, les genoux, on va te crever les pneus de ta bagnole, on va te cramer ta baraque, et on va te forcer à écouter de Yann Nakamura. Du coup, quand Copernic il est allé voir le pape en lui disant qu'il fallait tout revoir, bah le pape il lui a dit « Je vais te briser ». Mais c'est ça qui est bien avec les mecs comme Copernic et les autres là, comme ça. C'est ça qui va sonner la révolte et la révolution copernicienne. Lui, il veut comprendre comment ça marche. Il veut pas juste décrire un modèle, il veut le comprendre. C'est ça, bordel, c'est ça. On veut savoir comment ça marche. Newton, quand il voit la pomme tomber, il se demande pourquoi, comment ça marche. Moi, quand je suis sur Tinder et que je parle à une fille et que ça se passe très bien pendant 3 jours et que d'un seul coup, pour aucune putain de raison, elle coupe la conversation, je veux savoir pourquoi, comment ça marche. Parce que les autres, ils s'en foutent, ils cherchent pas à comprendre comment ça marche. Et c'est d'ailleurs ça, c'est un truc qu'a dit Richard Dawkins, qui est un biologiste et éthologiste anglais, un type absolument brillant, j'ai plusieurs bouquins de lui, et lui, il a dit, un des effets pernicieux de la religion est qu'elle nous enseigne que c'est une vertu de se satisfaire de ne pas comprendre. Sauf que nous, on veut comprendre, bordel. Pourquoi le soleil, il est jaune quand il est en l'air et rouge quand il est vers l'horizon? Pourquoi il y a des arcs-en-ciel après la pluie? Pourquoi il y a des orages? Pourquoi la carrière de Francis Lalanne, elle a duré si longtemps? Bah ça, il y a que la science qui peut l'expliquer. Et pour Francis Lalanne, je suis même pas sûr. Non mais voilà, encore une fois, soyons clairs. Le but ici est pas de cracher sur la religion et les croyances, absolument pas. Je ne déconne pas. Je n'ai rien contre ça particulièrement. Et de toute façon, il y a eu plein d'exemples qui ont montré que les deux n'étaient pas totalement incompatibles. Encore une fois, il y a des gens super ouverts dans le lot. Il y en a eu plein qui ont été avec Copernic, comme d'autres ont été avec Galilée. Le but est simplement de dire que si on n'est pas eu des gars qui avaient cherché à aller plus loin que ce que le modèle de l'église nous enseignait, bah alors qu'il est, on pourrait peut-être pas jouer Among Us. C'est raccourci, ouais, bien sûr, mais n'empêche que c'est pas faux. Faut essayer de comprendre les choses et de pas tout accepter comme ça. Comme disait Sonia. Il doit y avoir une explication rationnelle. C'est Raiden. Voilà, c'est Raiden. Pourquoi il y a des éclairs, je disais tout à l'heure, c'est Raiden. C'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, voilà. Du coup, le modèle héliocentrique de Copernic explique aussi le lien entre la vitesse des planètes et leur distance. Il comprend que plus elles sont loin, plus elles tournent lentement. Donc il arrive à déterminer l'ordre. Et c'est aussi grâce à son modèle qu'on a compris que les étoiles étaient en fait beaucoup plus loin qu'on le pensait. Parce qu'elles tournent vachement plus lentement. Et c'est donc de ce modèle que vient la fameuse révolution copernicienne. Copernic d'abord, et ensuite Kepler et Galilée, qu'on a même plus écouté eux que Copernic. Copernic, il a juste émis une hypothèse, on va dire. Et bah c'est tous ces mecs-là qui ont renversé la représentation du monde. Et à partir de là, plus rien ne serait jamais comme avant. Il a l'air pas un peu, non? Oui, bon, un petit peu, mais bon, c'est pour le prestige aussi, tu vois. C'est Copernic, quoi, quand même. Puis tu sais, j'exagère pas tant que ça non plus. Hein. En tout cas, à partir de là, cette remise en cause du système de la description du monde, bah, elle aura des impacts multiples. Il y a des philosophes qui crieront là-dessus. Descartes, Pascal, Spinoza, Kant, Van Damme. Ils réfléchiront tous vraiment sur l'état de nos connaissances actuelles. Le discours de la méthode de Descartes, bah, quand tu regardes bien, c'est un peu ça. Hein. Les mecs ont vraiment commencé à se dire que les explications un peu fumeuses, ça allait bien 2 minutes, quoi. Tout cela n'était que faribole et carabistouille. Maintenant, faut vraiment se demander ce que ça vaut aussi la science et si les mecs, ils sont pas un peu dans le vrai. Je pense que je dois être celui qui a le mieux résumé le discours de la méthode de Descartes sur tout le YouTube Game. Ah, je devrais me faire inviter sur France Culture, hein, Monsieur Klein, si vous me regardez. Bon, si on résume un peu le truc, voilà ce qu'on peut dire de l'œuvre de Copernic. 1. Tous les objets ne tournent pas autour de la Terre. Il n'y a pas qu'un seul centre dans l'univers. Tous les objets peuvent chacun tourner autour de leur point central, quoi. 2. La Terre n'est pas le centre de l'univers, mais seulement le centre de la Lune. En gros, il n'y a que la Lune qui tourne autour de la Terre et rien d'autre. 3. C'est le Soleil qui est au centre du cosmos. 4. La distance Terre-Soleil, c'est que dalle par rapport à la distance qui nous sépare des étoiles. 5. Les mouvements communs des étoiles dans le ciel sont dus à la rotation de la Terre. 6. Le Soleil est immobile et son mouvement apparent dans le ciel est dû lui aussi à la rotation de la Terre. 7. Les mouvements des planètes et surtout leur mouvement rétrograde est aussi dû à la rotation de la Terre. 8. Au bout de 9 bouteilles, le Bordeaux commence à avoir un petit goût de prune. 9. Ça sert à rien d'appuyer plus fort sur les boutons de la télécommande quand il n'y a plus de piles. Et 10. Si vous vous branlez trop, vous allez éjaculer de la poudre. Après, je suis moins sûr pour les 3 derniers. En tout cas, voilà, Copernic c'était un bon. Il est pas bon sur tout, mais il est quand même bon sur le principal. La Terre n'était pas au centre de l'univers. En fait, Copernic, c'est tout simplement un mec qui a lu tout ce qu'il avait sous la main, tout ce qu'il a pu y avait à disposition, et qui s'est dit, il y a peut-être moyen de faire mieux. Plus simple, voilà, facile. Mais moi, je vous le fais d'ailleurs, tiens, hold my beer. Et il faut juste dire aussi qu'il s'est quand même appuyé sur les travaux de Aristarque de Samos, hein, qui avait quand même 1800 ans avant lui. Hein. Et ouais, le type avait déjà émis l'hypothèse que c'était le Soleil au centre de l'univers. Mais bon, comme le type, il était un peu tout seul, personne ne l'avait écouté. Donc ce type a été oublié, et Copernic a repris son idée. Vous voyez comme quoi, hein,
À partir d'une petite idée, eh ben on révolutionne l'histoire. Comme disait le grand philosophe Johnny Hallyday, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. N'empêche qu'au final, Copernic, on s'en rappellera, quoi. C'est pas pour rien que Doc, il a appelé son chien comme ça en 1955. Oh, tout va bien, Copernic. À ne pas confondre avec Einstein, hein, bien sûr, en 1985, vous le savez. On sait pas d'ailleurs hein, s'il y a un lien entre les deux. Hein. Est-ce que Einstein serait un descendant de Copernic, peut-être son petit-fils? C'est peut-être possible. Et même en Pologne, même la rue où il a grandi, bah du coup, elle a été renommée la rue Copernic. Alors que moi, par exemple, j'ai grandi à Neuville-les-Dieppe, donc en Normandie. Rue Mathias Duval s'appelait à Puy. Et j'y suis repassé récemment, bah elle s'appelle toujours rue Mathias Duval. Alors j'ai envoyé une lettre à la mairie, j'ai dit écoutez, quand même, je comprends pas. J'ai quand même 140 000 abonnés. Moi je pense qu'on devrait renommer la rue 12 Parsec, ou Yann Solo, ou quelque chose comme ça. Et le maire m'a répondu, m'a envoyé une lettre. Il m'a dit, cher monsieur Solo, nous avons une proposition à vous faire. Vous allez sur la place nationale en centre-ville, vous verrez, il y a des travaux. Vous allez voir le chef de chantier, c'est un ami à moi, vous lui dites que vous venez de la part du maire. Vous lui demandez de vous prêter un gros plot de chantier, vous savez, les gros plots orange et blanc là, hein, et vous l'enfoncez bien profond dans le cul. Vraiment le plus profond possible. Et au moment où vous pouvez plus tellement c'est profond, vous pensez à moi. Bien à vous, monsieur le maire. Voilà, donc j'ai supposé que ça voulait dire non. Pas grave, je retenterai quand j'aurai 200 000 abonnés. C'est pour ça, abonnez-vous. Allez, voilà mes petits amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'ami Copernic. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair et surtout d'apprendre quelques trucs. Il est évident que j'ai fait des raccourcis et que je n'ai pas parlé de tout et j'ai oublié des trucs. Oui, c'est sûr. Mais je crois que c'est pas très grave, je suis pas historien. Je vous ai simplement raconté le truc comme je l'ai compris et je pense que dans les grandes lignes, je dois être pas mal. De toute façon, je peux pas complètement être dans l'erreur parce que je voulais pas raconter trop de conneries et du coup, j'ai refait appel à mon désormais ami Serge Brett-Morel. Souvenez-vous, c'est lui qui m'avait déjà aidé pour les 2 vidéos sur l'astrologie. Serge a relu mon texte, il a simplement pointé du doigt ce qu'il fallait que je change, je l'ai changé, donc Serge, merci encore. Allez voir ses vidéos, il a une chaîne YouTube, il parle d'astronomie, d'astrologie, il parle de plein de choses, d'histoire aussi de l'astronomie. Toutes ces vidéos sont extrêmement intéressantes, allez vous abonner à sa chaîne, c'est en description. Pas grand chose à vous dire de plus cette fois-ci les gars, j'essaie de vous ressortir une vidéo dans pas trop longtemps. Et on va à nouveau s'éclater parce que ce sera sur un film, et je vous dis pas lequel c'est pour garder la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un rapport avec Mars. Est-ce que je vous dis de liker la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça? Voilà, faites-le si vous voulez, moi ça me ferait plaisir. Il faut que ça vous fasse plaisir aussi. Il faut que le plaisir soit partagé. C'est ce que disait Alexander Supertramp sur son lit de mort. Le bonheur n'est vrai que quand il est partagé. Allez, bisous mes petits potes, moi je vais aller me remater tous les passages de NJ The Way dans l'attaque des Titans. Je suis tombé amoureux d'elle les gars, mais j'en peux plus. À chaque fois que je la regarde, je me dis, oh, elle ferait une maman sublime. Et ça me fait bien chier parce que quelque part, c'est indécent. En même temps, quand j'étais petit, j'étais très amoureux de Nala dans Le Roi Lion. Ouais, mais Nala, c'est l'anagramme de Anal. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao!